Dans leur quête du bonheur, les hommes que vous allez voir ce soir ont tous un point commun, c'est le dépouillement. Le dépouillement ou la sobriété heureuse de Pierre Rabhi, le dépouillement et l'émotion de Yann Arthus Bertrand aux États-Unis, on va le voir, et puis le débrouillement et l'apprentissage de l'humilité de Jean-Christophe Rufin sur les chemins de Compostelle. C'est leur recette du bonheur. Alors qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Eh bien c'est le thème de ce 235e numéro de Complément d'enquête. J'adore cet endroit. Je pense que là-dedans, il y a beaucoup d'humanité. C'est spontané, toi, c'est nouveau, c'est neuf, c'est quelque chose qui émerge, qui arrive, on a besoin, on sent qu'on en a besoin. Regarde tous ces gens. Ah, un homme qui pleure. Voilà, Yann Arthus Bertrand, vous venez de le voir, est très ému dans le désert du Nevada. Il nous rejoindra ici. On recevra aussi Pierre Rabhi, Jean-Christophe Rufin. Tous arrivent à la même conclusion. Le bonheur ne passe pas par l'accumulation de biens, de richesses, par la surconsommation, mais au contraire par une forme d'humilité, de sobriété et de respect. C'est leur cheminement vers le bonheur. Ils viendront nous l'expliquer. Et on le fera ici, dans ce bâtiment assez étonnant, puisqu'il s'appelle la Tour Paris 13. Et il est étonnant parce que ce bâtiment va être détruit d'ici quelques jours. Il a été entièrement décoré, tagué par des artistes, du sol au plafond. On le visitera et on se presse pour le visiter et saisir dans sa mémoire un instant de ce bonheur avant qu'il ne disparaisse. Alors on commence par le portrait d'un prophète, un prophète moderne. Il n'aime pas qu'on l'appelle comme ça. C'est bien sûr Pierre Rabhi. Il a passé l'essentiel de sa vie dans les Cévennes ardéchoises, à vivre très durement. Aujourd'hui, il le raconte dans des livres et on se presse pour l'écouter, pour écouter sa définition de ce qu'il appelle la sobriété heureuse. Pierre Rabhi, un paysan philosophe, c'est un portrait signé Zoé de Bussière, Valérie Lucas et Anne Cohen. Et bien sûr, si vous voulez tweeter, le mot-clé, c'est d'enquête. Les terres de l'Ardèche ont la réputation d'être arides, rocailleuses, difficiles. Pierre Rabhi a pourtant choisi de s'y installer il y a plus de 50 ans. Ce pays, il le connaît maintenant par cœur. Cet après-midi d'octobre, il a donné rendez-vous à une vingtaine de personnes, tout en haut de cette colline. C'est là qu'il a installé les locaux de son association Terre et Humanisme. Le rituel est toujours le même. Ça commence par une prise de contact avec les stagiaires. J'aurai une contravention. Bon, tant pis. Bonjour Pierre. Vous allez bien? Oui. Il y a du monde pour vous accueillir aujourd'hui. Merci. Bonjour. Ils sont venus de France, d'Europe, d'Afrique pour rencontrer leur maître à penser et apprendre sa discipline, l'agroécologie, ou comment cultiver la terre en la respectant. Mais avant d'attaquer leur stage pratique d'une semaine, les élèves ont droit à une leçon inaugurale. Car à 75 ans, Pierre Rabhi n'est pas seulement un paysan éclairé, Et ça élève sa conscience. c'est aussi un philosophe. C'est pas seulement vous apprendre à cultiver, si ce n'était que ça, moi ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est que dans cette action, à la fois, vous apprenez bien sûr des techniques, mais qui sont conformes à une perception qu'on a de la vie, c'est-à-dire une conception de la vie, et en même temps une philosophie qui est celle de la modération, c'est-à-dire de comment retrouver l'équilibre pour éviter tout ce qui ruine la planète, dispendieux, le gaspillage monstrueux. Voilà ce que prône Pierre Rabhi. Agir pour rééquilibrer la planète, refuser le superflu et peut-être ainsi accéder au bonheur. Et aujourd'hui, cette exigence sur ce qu'on peut rappeler le bonheur, comment construire le bonheur, il y en a qui sont prêts à renoncer à des prérogatives, à une situation sociale enviable, parce qu'ils n'y trouvent pas leur bonheur. Pour la pratique, Grand merci. Pierre Rabhi passe le relais. En fin d'après-midi, c'est cours de potager. Nous allons donc semer des petits pois à grains lisses à l'automne. J'ai bien assisté. Ici, on parvient même à faire pousser des petits pois en octobre, sans engrais, évidemment.
Et on va mettre un grain tous les 2-3 cm. On peut serrer même un À petit l'école peu plus Rabi, que ça. on trouve les solutions directement dans la terre. Oh, voilà des beaux nodules. Vous les voyez là, les petits nodules? Et ça va vous servir à quoi concrètement? Ben, quand on va couper la plante et qu'elle va mourir, qu'ils vont se décomposer, ça va rendre de l'azote au sol qui va directement servir à la culture suivante. Pas besoin de... Ça remplace quoi? Ça remplace l'engrais. C'est l'engrais gratuit. Chez toutes ces personnes, l'influence de Pierre Rabhi s'étend bien au-delà de leur jardin. Elle a modifié leur quotidien. Finalement, ne plus consommer dans les supermarchés petit à petit, plein de petits détails, me déplacer à vélo, et puis dans ma manière d'être en relation avec les autres. Moi, je peux dire que c'est mon père spirituel. Ne serait-ce que prôner la sobriété heureuse, déjà ces 2 mots, je trouve que c'est tellement magique. Pierre Rabhi et sa sobriété heureuse. Cela fait 50 ans que cet homme aux allures de vieux sage prêche le même discours du fin fond de son Ardèche. Aujourd'hui, enfin, le public l'écoute. Depuis quelques années, le paysan philosophe est reçu partout. Sur les plateaux télé à l'étranger. Ça traduit simplement les défaillances d'un modèle qui ne peut pas tenir. Ou en France, sur les canapés rouges de Michel Drucker, aux côtés de son ami Nicolas Hulot. Je dirais d'abord, d'un point de vue personnel, c'est une de mes plus belles rencontres. Fait partie des gens qui m'aident à me structurer. Ce mois-ci, Pierre Rabhi publie son 16e livre. Parmi ses lecteurs fidèles, Clémentine Sélarié, la chanteuse Zaz, le philosophe Edgar Morin ou encore Marion Cotillard. Quelles sont ses recettes pour vivre heureux tout en respectant la planète? Comment ce paysan ardéchois d'origine algérienne est-il devenu un maître à penser, un guide, en l'espace de quelques années? Au départ, Pierre Rabhi ne savait pas où s'installer. Alors il écrit un peu partout, et c'est un médecin de campagne qui lui parle de cette ferme à Montchamp dans les Cévennes. Pierre Rabhi l'achète en 1961, un pari fou. Voilà, alors on peut dire que cet espace-là, quand nous sommes arrivés, était désert. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas un seul arbre, rien, tout dénudé. Le désert, Pierre connaît. Il est né dans le Sahara en 1938. Alors qu'il est encore enfant, son père, veuf, le confie à une famille française installée à Oran. 1954, la guerre d'Algérie éclate. Le petit musulman converti au christianisme est tiraillé. Heure troublée en Algérie, où en plusieurs endroits du territoire, une série d'attentats ont été commis dans la nuit qui précéda la Toussaint. À la maison, une dispute finit par l'opposer à son père adoptif. Il est chassé de chez lui. Arrivé à Paris à 18 ans, sans diplôme, son seul choix, c'est l'usine. Je prenais le métro, ensuite un autobus, j'allais à Puteaux, à l'entreprise Someka pour travailler à l'intérieur et toute la journée dans le tintamarre, dans le bruit, dans cette espèce d'effervescence, voilà. Je troquais ma vie tout entière contre un salaire qu'on me donnait pour pouvoir besogner toute ma vie au produit national brut et puis aller mourir après, quoi. Cette expérience va nourrir sa réflexion et déterminer tout le reste de sa vie. Dans cette usine, il rencontre sa future femme, Michel. Elle partage le même constat. Le jeune couple décide alors de changer de vie. Voilà, c'est là que j'ai rencontré Michel et c'est cette période de fiançailles, de rapprochement. Et c'est comme ça qu'on a pris cette décision folle de quitter Paris pour devenir des paysans. On a vécu 13 ans sans électricité. On a vécu 7 ans avec peu d'eau. Le Crédit Agricole ne voulait pas nous prêter d'argent en disant on ne peut pas vous aider à vous suicider. Voilà. Pendant 10 ans, c'est donc la survie. Alors que la France connaît les 30 Glorieuses et découvre la grande consommation, Pierre et Michel Rabhi, eux, apprennent la sobriété et le respect de la terre. Ils cultivent bio, sans engrais, une petite révolution à l'époque. Bientôt la récolte du maïs. À force de travail, leur terrain devient fertile. Ici, on avait des tomates, ça a donné, il y a encore un reliquat de tomates, mais on en a ramassé énormément. Vous voyez, là, c'est des aubergines. Il n'y a pas longtemps, j'ai reçu une espèce de distinction par les entrepreneurs de Rhône-Alpes, et j'ai déclaré que j'étais milliardaire. Voilà. Milliardaire en quoi?
en éléments non qui ne se négocient pas. C'est-à-dire on peut s'acheter des yachts, des avions privés, etc. Mais on ne peut pas s'acheter la joie de vivre. La joie de vivre. Pierre Rabhi aurait trouvé le secret. Pas étonnant que son discours attire des milliers de personnes. À Liège, en Belgique, le Palais des Congrès a toujours accueilli des hôtes prestigieux, comme le résistant Stéphane Hessel. Ce soir, c'est au tour de Pierre Rabhi. 1 heure avant le début de la conférence, les spectateurs sont déjà installés. Il ne reste plus une place, les 2000 ont été vendus. À quelques pas de là, Pierre est dans sa chambre d'hôtel. C'est Caro. Caroline, sa collaboratrice, a prié le philosophe de se reposer un peu avant sa performance. Tu es prêt? Ah, c'est l'heure. C'est l'heure. Le conférencier achève de se préparer pour son auditoire. Pas de nœud papillon, juste son éternel pantalon à bretelles. Oui. J'ai un peu oublié. Vous n'avez jamais le trac? Si, j'ai toujours le trac. Ça fait partie des choses que... surtout quand on a affaire à des salles... Enfin, on ne sait pas trop ce qu'on va dire exactement. En réalité, le discours du paysan est bien rodé. Il a déjà donné des dizaines de conférences et chaque année, on lui en propose plus de 300. Bonsoir. Le public le sait, c'est un conteur né. Le thème des conférences peut varier, mais il y a toujours une petite histoire fondamentale que Pierre raconte chaque fois. La légende amérindienne du colibri. Un jour, il y a eu un grand incendie de forêt. Tous les animaux étaient atterrés, là, découragés, face au désastre. Et par contre, le petit colibri, un tout petit oiseau insignifiant, va prendre quelques gouttes d'eau dans son bec, les jette sur le feu et s'active. Tout le temps, il va chercher une goutte d'eau, il la jette sur le feu, il s'active. Et le tatou qui est en train de l'observer depuis un bon moment s'énerve un peu et lui dit « Mais colibri, tu penses quand même pas que c'est avec ces gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu ?» Et le colibri le regarde droit dans les yeux et lui dit « Je le sais, mais je fais ma part. » Silence religieux. Comme chez La Fontaine, chaque fable a sa morale. Et là, c'est Pierre Rabhi en personne qui donne les sous-titres. Plutôt que de toujours geindre, ça va pas, les politiques, les multinationales, les machins, les trucs, faisons quelque chose. Après 2 heures de discours, le marathon continue. Merci vraiment du fond du Est-ce qu'on pourrait avoir une photo de nous deux? Un bain de foule, Voilà. puis des autographes par centaines pour des spectateurs transcendés par son discours. Je voulais juste vous dire que malgré vos 52 kilos, pour moi, vous êtes un poids lourd. Je vous remercie beaucoup. Merci. Dites, monsieur Pierre Rabhi, est-ce qu'un jour je pourrais venir vous voir chez vous? Ah oui, vous arrangez avec... voilà. Est-ce que je pourrais passer dans votre ferme? Pourquoi pas? C'est super gentil. Mais, quel est ton prénom? Wissem. Pour moi, c'est un peu une idole. Et je pense que pour beaucoup de jeunes, ça peut représenter énormément de choses au niveau de plein de sujets dans la société. Parce que tout ce qu'il a expliqué aujourd'hui, c'est vraiment génial. Madame, qu'est-ce que vous venez chercher auprès de Pierre Rabhi? Un vrai sens à la vie. Carrément, oui. Vous êtes une rockstar, un gourou, vous êtes quoi en fait? Dieu me garde, j'espère que non. J'ai ni rockstar, ni gourou, ni quoi que ce soit. Non, je refuse totalement ce genre de choses. Voilà. Merci beaucoup. Ni gourou, ni prophète, mais mentor. De sa légende, Pierre Rabhi a créé le mouvement Colibri. Sur Internet, les citoyens sont appelés à agir ensemble autour de thématiques variées comme l'éducation ou la finance. De petits groupes de colibris se sont créés partout en France. Et il n'est pas nécessaire d'habiter en rase campagne pour appliquer les principes de Rabhi. En banlieue parisienne, à Nogent-sur-Marne, Anne-Marie a décidé de faire sa part elle aussi. Comme tous les autres colibris en France ce jour-là, elle doit demander aux citoyens ce dont ils rêvent comme école pour leurs enfants. Vous, votre vision de l'école idéale, ce serait quoi? Une école réhumanisée qui prend en compte les enfants et qui est centrée sur les enfants. Voilà. Magnifique, merci beaucoup.
S'emparer des problèmes, proposer des solutions au lieu de se plaindre, c'est l'esprit colibri à l'œuvre. Il y aura une collection de milliers de témoignages de personnes et plus on aura de témoignages, plus justement notre message aura du poids. Cet esprit, Anne-Marie l'a aussi appliqué à sa vie professionnelle. Après des années dans un grand groupe de cosmétiques, elle a tout quitté pour lancer sa propre marque de crèmes. Des crèmes bio, c'est sa façon à elle de faire changer les choses. Ça va ? Pour le moment, Anne-Marie ne se verse aucun salaire. Demain, elle espère en vivre. Elle espère surtout que son action sera bénéfique pour la planète. Je me suis dit, tiens, au lieu de peut-être aller partir au Darfour dans une ONG, ta part peut-être modestement, c'est ce que toi tu sais faire, essaye de le faire avec ce souci de l'autre, ce souci de l'humain. Parce que c'est ça les colibris, c'est on veut des gens plus heureux sur une terre qui soit plus belle et en meilleure santé si je puis dire. À sa petite échelle, Anne-Marie a enfin le sentiment d'agir en accord avec ses valeurs et ça fait son bonheur. En 50 ans de combat, Pierre Rabhi a fait de nombreux émules. Il croit qu'une autre société, plus juste et plus équilibrée, est possible. Il croit surtout qu'elle est nécessaire. De toute façon, on n'aura pas le choix. On va arriver dans un chaos épouvantable, dans la peur, dans la désorganisation, dans le chacun pour soi, dans le sauf qui peut, et ça risque ce qui n'est pas du tout exclu, que ça risque de tomber dans une espèce de chaos général, quoi. Donc il faut éviter ça. Sa mise en garde est prise de plus en plus au sérieux. Après l'Europe et l'Afrique, son discours sera bientôt entendu en Asie. La Corée du Sud s'apprête à traduire les livres du petit paysan philosophe de l'Ardèche. Voilà, et après ce reportage de Zoé de Bussière et Valérie Lucas, bienvenue dans la Tour 13. Nous sommes dans ce bâtiment complètement incroyable, hallucinant. Vous savez qu'il y a des gens qui font la queue depuis le matin, 6 h le matin, pour visiter cet endroit qui va être détruit. C'est un endroit surréaliste. Il était habité, si je puis dire, par les plus grands tigers, les plus grands rois du street art du monde entier qui sont venus ici, comme cet artiste qui s'appelle Dabro. On a sa tenue de travail, si je puis dire, après avoir peint cette pièce. Ils sont venus à la demande d'un galeriste qui s'appelle Mehdi Bencher, qui a eu l'idée de complètement habiller, décorer, repeindre, graver cette tour avant qu'elle ne soit détruite. C'est un spectacle et une œuvre éphémère. Elle va être détruite donc le 30 octobre. Et donc les gens sont amenés à la visiter, si je puis dire, gratuitement, avant qu'il n'en reste plus rien, si ce n'est un film, puisqu'il va y avoir un film. Il y a un film qui se fait sur cette aventure depuis le début. Pierre Rabhi, bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints dans cette fameuse Tour 13. On vient de voir ce reportage, vous avez 75 ans, vous décrivez donc dans votre livre qui s'appelle « Semeur d'espoir, la sobriété heureuse », c'est votre grand combat, si je puis dire. On vous voit là avec tous les gens qui se précipitent dans vos conférences, etc. Ça fait quoi d'être une sorte de prophète aujourd'hui, prophète dans son pays ? C'est-à-dire que moi, je n'ai rien fait pour devenir ce que je suis devenu. J'ai simplement choisi mon propre chemin, ma propre philosophie, concrète évidemment, parce que je ne suis pas dans les proclamations théoriques des choses. Et à partir de là, on ne sait pas ce que réserve en quelque sorte cet itinéraire. Il m'a réservé quoi ? C'est-à-dire qu'il y a une écoute aujourd'hui. Ça ne l'a pas toujours été. Ah oui, vous dites au début, on ne s'intéressait pas trop à moi. Je passais même pour pas un doudingue, mais enfin un original, on va dire. Et là maintenant, je suis le Messie, ou presque. Enfin, c'est pas vous qui le dites, c'est moi. Non. Je pense que la conjoncture nous amène quand même, disons, au plan humain, c'est-à-dire qu'au plan général, planétaire, on peut dire, savoir est-ce que l'humanité est sur le chemin juste ? Est-ce que l'humanité est sur un chemin pérenne ou est-ce qu'elle est en train de mettre en route un processus de sa propre élimination. Et par moments, on a l'impression qu'effectivement, elle met en route globalement un processus d'élimination. C'est quoi la sobriété heureuse ? Pour moi, la sobriété heureuse, c'est que c'est un peu... vous savez, en 2002, je me suis présenté aux élections présidentielles et le slogan, c'était « Appel à l'insurrection des consciences »,« Quelle planète laisserons-nous à nos enfants ? Quels enfants laisserons-nous à la planète ?» Et puis le grand blasphème, la décroissance. Ça, c'est le grand blasphème. Aujourd'hui, on ne jure que par la croissance. Déjà en 2002, vous annonciez la décroissance, non ? Oui. Encore aujourd'hui ? Disons, j'ai modifié les choses en disant, en parlant plutôt de la sobriété heureuse ou de la puissance de la modération. Partant sur l'idée que la planète est limitée et qu'il faut ajuster l'histoire de l'humanité à la réalité planétaire.
Enfin, vous en prenez un tabou qui est celui de la croissance. La croissance, on nous la vante et on nous la vend tous les jours, à la télévision, dans les journaux, tous les hommes politiques. C'est la reine de toutes les, la mère de toutes les vertus et de l'emploi. C'est pour la croissance qu'on détruit les forêts. C'est pour la croissance qu'on écume les mers. C'est pour la croissance qu'on aliène l'individu. La croissance économique, c'est-à-dire cette boulimie insatiable, aboutit finalement au contraire de ce qu'elle a à produire, c'est-à-dire qu'elle produit de l'injustice, elle produit la dégradation généralisée de notre système. Oui, mais c'est la croissance aussi qui gère le monde. Les pays émergents, l'Inde, la Chine, etc., ils sont tous dans des croissances incroyables. Voilà, ils ne vont pas nous attendre. On est cette grande illusion, c'est-à-dire que si chaque Chinois, chaque Pakistanais, chaque etc. vit à l'échelle où nous vivons, c'est-à-dire objectivement, la planète ne peut pas répondre. Ce que je veux dire, c'est mettons en route un ordre différent. C'est pas de dire du jour au lendemain on va raser gratuit et tout va passer d'un système à l'autre. C'est simplement mettre en perspective le fait qu'il est impossible d'entretenir le système dans lequel nous sommes et mettons en route intelligemment un processus qui va nous amener à justement cette sobriété heureuse. Heureuse, donc c'est la clé du bonheur pour vous. Ça passe par là. Le bonheur, vous savez, c'est beaucoup plus complexe qu'on imagine. C'est très très complexe. Des gens ont tout, soi-disant, pour être heureux. Ils ne le sont pas. Et puis je vais en Afrique, dans les villages les plus reculés, les gens ne manquent aucune occasion pour chanter et pour être joyeux. Donc le bonheur n'est pas une question, si vous voulez, de quelque chose qu'on peut acheter ou qu'on peut déterminer. C'est quelque chose en fait, c'est le bien suprême. C'est le bien suprême après lequel tout le monde court, mais en le repoussant. Alors du coup, on n'y arrive jamais. Et vous dites, c'est pas forcément dans la surconsommation qu'on va le trouver. Alors on va continuer sur le rêve, sur l'utopie. Enfin, je ne dis pas que vous viviez un rêve, mais on est dans cette poursuite-là. Et certains disent aujourd'hui que, l'utopie, c'est quelque chose dont il faut s'abreuver, qu'il faut avoir, on en a besoin pour progresser. Donc on va aller aux États-Unis, dans un endroit assez étonnant, vous allez voir, ça s'appelle Burning Man, c'est un festival un peu déjanté, un peu surréaliste, dans le désert du Nevada. Et au départ, c'est une sorte de feu de la Saint-Jean pour quelques-uns, et c'est devenu une espèce de fête incroyable qui dure une semaine dans le désert et qui regroupe 60 000 personnes. Reportage donc de Laurent Le Gall, de Marc O'Brien et de Grégory Martoglio.